Ok, merci de l'introduction. Tout ça a l'air très très théorique et ennuyeux. J'espère que j'espère que ça le sera pas trop au final. Et donc je vais essayer. Ces deux mondes qui ont pas toujours beaucoup de facilité à parler entre eux, le monde de la santé et le monde des sciences sociales. Hein. J'ai le privilège de travailler avec une collègue qui est addictologue et qui travaille beaucoup sur les questions de tabacologie et des choses de ce type-là. Et on essaye de voir comment on peut appliquer une approche sciences sociales qui est inspirée par l'approche par les capacités et essayer de faire ce travail ensemble. C'est très intéressant de travailler avec elle. C'est extrêmement difficile de trouver des revues qui acceptent de publier nos travaux parce que les revues de santé et les revues de sciences sociales ne sont pas exactement, on va dire, dans la même ligne. Et donc, ça montre aussi cette collaboration qui est un petit peu difficile. Et j'espère qu'on arrivera à entrer en dialogue. Et c'est ça le point qui est véritablement le plus important pour moi aujourd'hui. Je vous propose une réflexion. Ça va être un petit peu plus théorique quand même, mais je vais essayer de faire en sorte que la théorie soit pas trop abstraite, trop déconnectée de la réalité, et puis essayer de vous donner des liens avec peut-être les éléments que je connais un peu plus. Je suis pas un spécialiste de la santé mentale, je suis plutôt un spécialiste des questions de vulnérabilité sociale, des politiques sociales, de l'action publique qui est mise en place pour essayer de réduire la vulnérabilité sociale ou d'aider les gens qui sont en situation de vulnérabilité. Et donc c'est plutôt par cet angle-là que je vais aborder ces questions, mais en essayant de faire avec mon petit bagage qui est pas énorme, hein, enfin, s'il faut faire toute la randonnée pour devenir un spécialiste de la santé mentale, je crains de ne pas y arriver, ce sera trop stressant pour moi. Mais par contre, je vais essayer de parsemer mon exposé de référence à ces différentes choses. Donc le plan de l'intervention, vous l'avez sous les yeux. Il y a un accent qui est très fort actuellement, qui est mis sur les approches de responsabilisation individuelle. J'aimerais voir avec vous quelles sont les principales formes que prennent ces approches dans le domaine de l'action publique contre la vulnérabilité sociale et quelles sont les limites que ces approches peuvent avoir. Ça va être beaucoup basé sur des travaux qu'on a menés dans le cadre d'un programme de recherche national qui s'appelle le programme LIVES. Peut-être vous avez entendu parler de ce programme, parcours de vie, comment surmonter la vulnérabilité. Donc, je vais beaucoup m'appuyer là-dessus et puis, à partir des limites qu'on a pu observer, essayer de proposer une approche alternative de la question de la responsabilisation individuelle qui est peut-être plus adéquate aussi pour la santé mentale des personnes, et ce sera basé sur la question de l'approche par les capacités. Comme vous en êtes sans doute déjà rendu compte, un sociologue est souvent bavard, donc j'espère que j'aurai le temps de développer l'exemple à propos du pouvoir d'agir et à propos de la question de l'autodétermination pour vous montrer plus concrètement ce que l'approche par les capacités veut dire et quelles sont les pistes de solutions qu'elle peut suggérer avant de terminer par une brève conclusion sur ces différents sujets. Donc voilà, je viens au premier point, donc, qui est la question de la responsabilité individuelle, quelles sont les formes qu'elle peut prendre en matière de politique de lutte contre la vulnérabilité, quelles sont les limites de ces différentes formes. Il me semble que, je peux me tromper, mais d'après les lectures que j'ai pu faire, il me semble qu'il y a un consensus qui est assez large sur le fait que les questions de santé mentale ou les problèmes de santé mentale résultent d'une pluralité de facteurs. C'est pas qu'une question de facteurs individuels, vous l'avez montré. C'est pas que des facteurs biologiques, psychologiques ou je ne sais quoi. Il y a aussi des facteurs sociaux et économiques et des facteurs sociétaux qui entrent en œuvre, hein, en question par rapport à cet élément-là. Donc il y a un consensus assez large sur le diagnostic. Et puis quand on regarde les pratiques, et nous les pratiques qu'on a vues qui sont mises en œuvre, il y a une solution qui est largement majoritaire et qui est très souvent mise en avant, c'est une solution qui va invoquer la responsabilisation individuelle des personnes. Vous voyez, le constat, le diagnostic, il porte sur plein de facteurs, et puis l'action, la solution qui est mise en place, en fait, c'est comme si en agissant sur un de ces facteurs, on allait pouvoir résoudre l'entier du problème. Et il y a quelque chose, donc, est-ce que l'apport de la responsabilisation individuelle permet véritablement de répondre à tous ces facteurs, ou est-ce que dans certains cas, suivant la manière dont est conçue cette responsabilisation individuelle, elle va au contraire peut-être aboutir à ces paradoxes qu'on a observés dans le cadre du NCCR Live, c'est-à-dire que des politiques qui sont mises en place pour lutter contre la vulnérabilité
au final, vu l'approche qu'elle privilégie, vont renforcer, ne pas réduire la vulnérabilité, voire même renforcer la vulnérabilité. Donc quelque part, des politiques qui mettraient l'accent sur la responsabilisation individuelle d'une certaine façon pourraient être des politiques qui renforcent la vulnérabilité et qui ne renforcent pas la santé mentale par là même. Donc ça veut dire, vous voyez le paradoxe qui était au cœur et que nous, on a essayé de travailler autour de ça. Alors c'est vrai que j'ai lu le rapport que Minds a fait sur les questions des déterminants de la santé mentale, et je me rappelle qu'il parlait de ces questions de facteurs fixes et facteurs malléables. Donc il y a sans doute quelque chose là qui a beaucoup orienté la réflexion, c'est-à-dire on s'est dit, mais finalement, tout ce qui est social, économique, sociétal, c'est plutôt plus difficile à changer, donc on va plutôt se focaliser sur l'individu, parce que c'est plus facile de changer l'individu, d'essayer d'adapter ses comportements ou de faire des choses de ce type-là. Puis à partir de là, évidemment que si vous répondez à un problème par un petit bout du problème, le risque est que la réponse ne soit pas adéquate, et donc il y a un risque qu'on se retrouve dans cette situation paradoxale où on essaye de répondre à une situation de vulnérabilité, puis au final, eh bien, on n'y arrive pas. Et l'intérêt de l'approche par les capabilités, c'est qu'en fait, elle dit qu'il ne faut pas sortir de la responsabilisation individuelle. Il faut plutôt essayer de la concevoir autrement. Donc c'est pour ça que je vais partir des éléments qui nous semblaient dominants dans la manière de concevoir cette responsabilisation individuelle pour montrer quelles sont les limites de ces éléments et après essayer de voir quelle serait une autre proposition, une autre manière de concevoir la responsabilisation des individus qui peut-être permettrait d'éviter ces paradoxes. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je propose, mais j'espère que vous arrivez à peu près à me suivre et que tout ça n'est pas trop théorique, au moins pour l'instant. Donc, premier élément, là c'est le cadre général que je vous ai présenté, et j'aimerais vous présenter 3 formes de responsabilisation que nous, on a trouvées à l'œuvre dans nos travaux sur les politiques de lutte contre la vulnérabilité. Vous avez bien compris, donc l'idée c'est que si on responsabilise les individus, on va réussir à les aider à sortir des situations de vulnérabilité et aussi à améliorer leur santé mentale. Ce n'était pas la focale de nos travaux, mais il y a des collègues de Lives qui ont travaillé là-dessus et donc qui allaient dans cette direction-là. Et les trois formes de responsabilisation qu'on a pu mettre en évidence dans nos travaux, une première forme, c'est la responsabilisation individuelle qui va de pair avec le retrait de l'État. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses, mais ça veut dire que si on soutient trop les personnes, si on leur donne trop de ressources financières, si on est trop généreux avec les personnes, si on les materne trop, si on les infantilise trop, quelque part, ça crée ce qu'on appelle des trappes de dépendance. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Donc les personnes se retrouvent prises au piège de la dépendance, quelque part. Et donc la solution, si on prend cette option-là de la responsabilisation individuelle, la solution, ça va être d'en faire le moins possible. Vous voyez cette idée, aide-toi et le ciel t'aidera. Si on vous aide trop, le risque c'est que finalement vous vous installiez dans une forme de dépendance et que vous n'ayez plus les moyens de devenir autonome et que finalement il y a même plus des discours d'abus de la générosité collective qui se sont mis en place où des gens par confort s'installeraient dans la dépendance vis-à-vis de l'état social, des pouvoirs publics ou des gens qui vont les aider, des choses de ce type-là. Et donc là, vous voyez, il y a une manière, l'idée c'est une approche en termes de vase communicant. C'est-à-dire que pour responsabiliser les individus, augmenter le curseur sur la responsabilité des individus, il va falloir baisser le curseur sur la responsabilité collective. Moins l'État en fait, plus les individus vont être incités à se prendre en charge eux-mêmes, à bouger par eux-mêmes. Il y a un auteur à la fin des années 80, à la fin des années 70, qui était Georges Gilder, qui a écrit un livre qui s'appelait « Richesse et pauvreté », qui a énormément inspiré l'administration Reagan aux États-Unis, qui en fait, grosso modo, disait que tout l'appareil d'État-providence des politiques sociales qui venait aider les gens, c'était un appareil qui étouffait ce qu'il appelait le facteur E des personnes. Le facteur E, c'est le facteur énergétique. Vous voyez, vous avez en vous-même un dynamisme, une capacité de créativité, d'initiative. Et si l'État fait à votre place, et si vous pouvez vous installer dans une culture de la dépendance et vous reposer sur l'État, quelque part, l'État tue ou étouffe ce facteur E, ce facteur énergétique, ce facteur dynamique. Vous voyez, ça c'est la première idée, donc ça veut dire l'État va en faire le moins possible pour que les individus se bougent et fassent par eux-mêmes. Vous avez d'autres auteurs aux États-Unis, ça a beaucoup inspiré les pays anglo-saxons, cette idée de la responsabilisation. Vous avez d'autres auteurs aux États-Unis comme Lawrence Mead qui ont dit qu'il fallait mettre en place ce qu'ils appelaient des formules de nouveau paternalisme.
Okay, ça veut dire qu'on va vraiment pousser les gens à se prendre en charge par eux-mêmes. Il faut sortir de cette culture de la dépendance dans laquelle les gens se sont installés, et il faut les pousser à se prendre en charge par eux-mêmes. Okay, l'État ne va pas faire à la place d'eux, l'État doit libérer le terrain, se tenir en retrait pour permettre aux personnes de déployer leurs facteurs eux, hein, si vous voulez bien. Et vous voyez bien que là, c'est une responsabilité qui, d'une certaine façon, se met en place sans ressources. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, on laisse les gens sans ressources, les laisser dans une situation d'être démunis, avoir le moins de ressources possible. Finalement, c'est la meilleure manière de leur dire, mais écoutez, vous n'allez pas pouvoir compter sur l'État, sur l'action publique, c'est à vous de vous bouger, et diminuer les ressources que l'État donne, c'est la meilleure manière de promouvoir cette idée de responsabilisation, première forme de responsabilisation individuelle. La deuxième forme, c'est une forme de responsabilisation individuelle, qui va de pair avec ce qu'on appelle l'individualisme patrimonial. Là, le rôle de l'État, il est extrêmement important. Le rôle de l'État, il va être de doter les individus d'un certain nombre de ressources ou de capitaux qui vont leur permettre ensuite de naviguer dans les différents contextes dans lesquels ils sont appelés à se retrouver. Donc ça veut dire on va leur donner, dans certains cas, ça peut être des capitaux financiers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de plus en plus maintenant, il y a cette idée qui émerge, qui est encore très théorique, hein, je crois qu'il n'y a pas de pays qui l'applique, en tout cas, comme ça ne me vient pas, mais qui dit « donnons à la majorité des personnes un capital financier ». Guillaume Matelier, un collègue de la Haute École de Gestion à Genève, propose par exemple qu'en Suisse, on donne à toutes les personnes qui arrivent à la majorité un capital de 60 000 francs. C'est beaucoup, hein. Donc vous voyez, là, l'État, on ne peut pas dire qu'il ne fait rien, hein. On ne peut pas dire qu'il se met en retrait si on va dans cette direction-là. Il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Anthony Atkinson, qui proposait au Royaume-Uni de donner à toutes les personnes qui atteignaient l'âge de la majorité 10 000 livres sterling. C'est un peu moins, mais ça reste quand même un effort qui est très conséquent par rapport à ça. Donc ça veut dire l'État, il est là pour donner des ressources, pour équiper les individus, et ça peut être des ressources financières, c'est ce que je viens d'évoquer, mais il y a aussi des ressources en termes des ressources éducatives, en termes de capital humain, donc on va former les personnes, on va leur donner des compétences qui seront attractives, des formations, des qualifications qui seront attractives, mais on peut aussi développer leurs compétences émotionnelles ou tous les éléments qui ont été évoqués dans le discours précédent, la conférence précédente, et donc il y a cette idée de dire que si on équipe les gens, encore une forme d'équipement qui est de plus en plus souvent mis en avant, c'est équiper les personnes en capital social. Donnons un réseau aux personnes. Et par exemple, l'assurance chômage fait de plus en plus ce genre de choses. Ce qui pose problème, c'est que les gens ne sont pas équipés en compétences, d'une part, mais ils ne sont pas équipés non plus en réseau social. Si vous leur donnez un réseau, si vous leur donnez accès à telle ou telle personne ou à tel ou tel réseau, si vous leur donnez des compétences, ben ces personnes vont être capables de s'en sortir et de retrouver un emploi, ce qui sera bon pour leur santé mentale, ce qui leur permettra de sortir des situations de vulnérabilité. C'est très fortement inspiré d'un philosophe américain qui s'appelle John Rawls, qui évoquait cette question en évoquant la notion de démocratie de propriétaire. On est une démocratie de propriétaire. Donc si on a tous les capitaux qui sont nécessaires, on va pouvoir s'en sortir. Okay ? L'état d'investissement social, qui est très souvent mis en avant, c'est un peu la même idée aussi. Ça veut dire qu'on va investir dans les individus en leur donnant des capitaux, et puis cet investissement va permettre aux individus de s'en sortir, de contribuer à la richesse économique, à la richesse du pays, et donc au final, il y aura un retour sur investissement, et ça vaudra la peine pour l'ensemble du pays. C'est un discours que vous entendez beaucoup autour des crèches aussi, par exemple, et qui est intéressant, hein, auquel j'adhérerais complètement par rapport à ça. Mais vous voyez cette idée, on va bâtir des crèches, ça va libérer les femmes des tâches familiales, ça va permettre d'augmenter le taux d'emploi, donc d'augmenter la richesse nationale, donc on aura un retour sur investissement in fine. Le problème, c'est que ça coûte très cher maintenant et que le retour sur investissement, il est dans 10 ans et les personnes qui sont élues ne seront pas forcément là et donc elles ne sont peut-être pas prêtes à faire l'effort massif qui est demandé en ce moment par rapport à ça. Vous voyez bien cette deuxième forme de responsabilisation individuelle. Ce qui est un peu laissé de côté dans cette deuxième forme-là, c'est de dire on va équiper les individus, mais en fait on ne va pas s'occuper de l'environnement dans lequel les individus sont appelés à évoluer. Je vous ai parlé beaucoup du marché du travail, donc on ne va pas essayer de s'efforcer de garantir que par exemple sur le marché du travail, il y ait assez d'emplois pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de forme de discrimination sur le marché du travail. Ce n'est pas le problème. Si on équipe toutes les personnes, elles vont s'en sortir et tout ira bien. On n'a pas besoin de s'occuper de cette question de l'environnement
quand on a cette réflexion de démocratie de propriétaire ou d'idée d'individualisme patrimonial. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Donc on ne s'occupe pas de l'environnement, on ne regarde pas s'il y a des emplois pour tout le monde, si c'est des emplois de qualité, si les gens sont bien payés. Et évidemment que si vous remettez tout le monde en emploi, mais que c'est des emplois précaires avec beaucoup d'intensification du travail ou des choses de ce type-là, en termes de santé mentale, ça va aussi poser un problème. Vous voyez bien cette deuxième vision, donc cette idée, et là l'État est extrêmement présent, mais il y a aussi un risque de paradoxe, c'est-à-dire que pour certaines personnes, excusez-moi, ça marchera bien, et pour d'autres personnes, ce sera peut-être plus délicat, et la politique en question ne va pas aboutir à un renforcement de leur capacité à surmonter la vulnérabilité ou des choses de ce type-là. Troisième forme de responsabilisation individuelle qu'on peut mettre en avant, c'est la responsabilisation individuelle comme injonction normative. Ça veut dire que agir de manière responsable, c'est quelque chose qui est connu et défini à l'avance. Okay ? On sait ce que c'est que d'agir de manière responsable. Et on ne va pas reconnaître une liberté de choix aux individus, mais on va leur demander de se conformer à ces critères de l'agir responsable, de la responsabilisation qui sont mis en avant. Il y a des études qui font beaucoup appel à ce qu'on appelle le modèle Carine. J'imagine que vous n'avez pas entendu, c'est plutôt des sciences sociales, donc j'imagine que vous n'avez pas entendu ce modèle-là dans les différentes références ou les lectures que vous avez pu faire. Le modèle Carine, c'est une manière qui est utilisée pour évaluer le mérite des personnes. Et en fonction de leur mérite, on va leur donner accès aux prestations ou pas. Donc si vous n'êtes pas méritant, vous n'aurez pas accès aux prestations. Vous voyez bien ce que ça veut dire par rapport à ça? Donc, être responsable, c'est correspondre aux critères de l'attitude responsable, c'est correspondre aux critères de mérite qui sont mis en avant. Et c'est très intéressant de voir quels sont ces critères qui sont mis en avant par le modèle Carine. Le C, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'anglais, hein, je suis désolé, mais enfin bon, c'est très facile à comprendre. Le C, c'est ce qu'on appelle control. C'est-à-dire, est-ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle vous vous retrouvez, elle vous est imputable ou pas? Est-ce que vous avez le contrôle sur cette situation de vulnérabilité? Est-ce que c'est de votre faute si vous êtes dans une situation de vulnérabilité ou de difficulté de santé mentale ou des choses de ce type-là? Le deuxième, c'est le A, c'est attitude. Est-ce que la personne qui est prise en charge par des agences publiques ou par des acteurs qui sont chargés de l'aider pour surmonter sa vulnérabilité, est-ce qu'elle a la bonne attitude? Est-ce qu'elle est compliant? Est-ce qu'elle est docile? Est-ce qu'elle obéit aux directives? Est-ce qu'elle obéit à ce qu'on attend d'elle? Est-ce qu'elle est véritablement docile? Elle a la bonne attitude? Elle est, comment on va dire, conciliante avec les différentes choses qui sont attendues de cette personne? Le R, c'est reciprocity. La réciprocité. Est-ce que la personne a contribué? Dans le domaine social, vous avez bien compris, est-ce que vous avez payé vos cotisations? Si vous n'avez pas payé vos cotisations, ou si vous n'avez pas travaillé auparavant, vous voyez, est-ce qu'une personne qui n'a jamais travaillé, puis qui vient toquer à la porte, puis qui dit ouais, maintenant j'aurais besoin d'un soutien, vous allez dire hey, Coco, il n'y a pas de réciprocité là, on va pas te donner de soutien par rapport à ça. Vous voyez cette idée donc de réciprocité qui est mise en avant. Le troisième, c'est identity. C'est-à-dire, est-ce que la personne fait partie de notre groupe, ou est-ce que c'est un membre de ce qu'on appelle parfois loud group? Là, en sciences sociales, on parle souvent de welfare chauvinism. Ça veut dire qu'on va aider les personnes sur un plan national qui ont notre nationalité ou qui sont résidents depuis longtemps dans le pays en question parce qu'elles ont cotisé, parce qu'elles sont méritantes, etc. Et puis les nouveaux arrivants, c'est pas les mêmes droits. On va leur donner d'autres droits. Ce sera pas les mêmes prestations. Ce sera, vous voyez cet élément-là. Puis le N est intéressant. Hein, il vient en dernier. C'est pas non plus complètement par hasard. C'est le need. C'est le besoin. C'est le besoin. Et donc vous voyez que quand on évalue le mérite des personnes, très souvent on va mettre l'accent sur des critères qui sont beaucoup plus des critères comportementaux, si on voit bien, est-ce que vous avez eu le bon comportement? Est-ce que vous avez actuellement le bon comportement? Est-ce que vous faites partie du bon groupe? Et puis on va aussi prendre en compte le critère du besoin, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans une situation de vulnérabilité, de besoin? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Mais le risque, si vous prenez en compte les 5 critères que j'ai évoqués, le risque, c'est que les 4 premiers s'imposent aux dépens du dernier et que donc, par conséquent, vous rentriez dans une forme de conditionnalité des prestations et des services, ce qui veut dire que la responsabilisation
elle se fait au détriment d'une liberté de choix des personnes. Ça veut dire que vous devez vous conformer à ces critères-là. Et si vous ne vous conformez pas à ces critères-là, eh bien, quelque part, vous n'aurez pas accès. Et donc, il y a évidemment que si vous n'avez pas accès aux prestations et aux services, il risque d'y avoir un renforcement de la vulnérabilité ou des choses de ce type-là. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai présenté là? Donc, vous voyez, vous avez 3 types de responsabilisation. Un qui comporte un risque de responsabilisation sans ressources adéquates, donc qui peut amener au paradoxe que j'ai évoqué. Un deuxième qui comporte un risque de responsabilisation sans action sur l'environnement, le contexte, c'est-à-dire on n'agit que sur l'individu, mais on n'agit pas sur le contexte, donc paradoxe, un risque de ce paradoxe de renforcer la vulnérabilité. Et puis le troisième, c'est une responsabilisation qui ne reconnaît pas la liberté de choix des personnes, et donc qui, d'une certaine façon, vous voyez, si vous devez agir contre votre gré, vous devez, d'une certaine façon, faire ce qu'on vous dit de faire, vous devenez un objet de la politique et non pas un acteur de la politique, si je peux le dire comme ça, eh bien c'est quelque chose qui peut aussi aboutir à des formes de paradoxe. Et donc, ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, vous voyez que les slides ne défilent pas très vite, et je vous prie de m'en excuser, ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, ce qui fait que j'aurai probablement pas le temps de toutes les faire, il y en a 10, hein, donc vous voyez, on est là jusqu'à 12h30 si on continue comme ça. On va pas faire ça. Donc, ce que j'aimerais vous proposer maintenant, c'est d'essayer de mener une réflexion à partir de l'approche par les capabilités, une réflexion qui consiste à dire l'idée de responsabilisation individuelle en tant que telle n'est pas nécessairement problématique, mais il faut mettre en place des conditions qui permettent de sortir des différentes limites que j'ai évoquées. Donc où les ressources sont données, où l'environnement est pris en compte et où la question de la liberté de choix est également prise en compte. Donc ça veut dire axer sur la responsabilisation des personnes, oui, mais dans un cadre qui est différent et qui permet peut-être de mieux prendre en compte les impératifs de santé mentale, les impératifs de lutter contre la vulnérabilité sociale ou ce type d'impératif. Alors, donc voilà l'approche par les capabilités. Et alors, ça va être un petit peu théorique, mais je vais essayer de vous le présenter de manière qui va essayer de montrer, comment on va dire, en quoi cette approche se distingue de ce qu'on a vu précédemment et en quoi elle peut pointer vers des éléments de réflexion ou des pistes de réflexion qui peuvent peut-être être aussi intéressantes pour les questions de santé mentale, les questions de vulnérabilité sociale ou des choses de ce type-là. Donc, l'approche par les capabilités, c'est une notion qui a été, une approche qui a été proposée par un économiste et philosophe indien qui s'appelle Amartya Sen, je crois que j'ai mis son nom là, oui, Amartya Sen, et donc c'est quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle faussement le prix Nobel d'économie il y a à peu près 25 ans maintenant, en 1998, et en fait, cette approche, elle tourne sur autour de la notion de capacité. C'est-à-dire que le but d'une action publique qui agit contre la vulnérabilité ou pour la santé mentale, ça doit être de développer ce que vous avez sous les yeux, la liberté réelle des personnes de mener une vie que ces personnes ont des raisons de valoriser. Okay ? Donc ça veut dire que les personnes doivent être réellement libres, pas simplement sur le papier, mais réellement dans leur vie concrète, dans leur quotidien, dans leur vécu de tous les jours. Elles doivent être réellement libres de mener une vie qui a du sens pour elles, qui a de la valeur pour elles, qu'elles ont des raisons de valoriser. Et donc, c'est quelque chose qui apparaît un petit peu abstrait, mais vous voyez déjà qu'il y a là, une vision de la liberté qui n'est pas simplement une vision négative de la liberté. La vision négative de la liberté, c'est l'absence de contraintes. Vous voyez, il ne faut pas que les pouvoirs publics interfèrent avec moi et qu'elles me laissent développer un petit peu la vie telle que j'aimerais la développer. Ça va plus loin que ça. Il y a une vision de la liberté positive, ok ? Donc l'idée, c'est de développer la liberté des personnes, pas simplement de ne pas être embêtées par les pouvoirs publics, mais de pouvoir mener une vie qui a du sens, qui a de la valeur à leurs yeux. Et il me semble que ça rejoint quand même un petit peu la réflexion autour de la santé mentale, qui est celle que l'OMS avait eue dans le document 2013 et la définition que vous avez rappelée tout à l'heure. C'est-à-dire, la santé mentale, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, ce qui serait une définition négative de la santé mentale, mais il y a aussi une définition positive. C'est le bien-être subjectif, c'est la capacité de surmonter les tensions de la vie, d'avoir un emploi productif, de pouvoir se réaliser, de contribuer à la société, etc. Donc il me semble que dans cette manière d'envisager l'approche par les capabilités, quelque part, résonne avec l'approche de la santé mentale qui est proposée par l'OMS. Et dans l'approche par les capabilités, c'est ce que j'aimerais essayer de développer maintenant, et
si c'est trop théorique et trop ennuyeux, dites-le, et j'essaierai d'aller un peu plus vite par rapport à ça, mais je dois quand même, comment dire, passer par 2-3 choses qui demandent un petit peu d'éléments théoriques. Mais on va essayer d'être aussi concret que possible. Il y a 2 axes qui sont importants, et puis pour illustrer ces 2 axes, je vais m'appuyer sur le graphique que vous avez en dessous. Un premier axe, c'est l'axe qui concerne la capacité d'action ou le pouvoir d'agir des personnes, si vous voulez bien. Et puis ce sera l'axe qui va plutôt être concerné par la partie gauche du petit graphique, du petit schéma que vous avez en dessous. Et puis un axe qui est un axe de liberté de choix, la liberté de choix des personnes, qui va concerner plutôt la partie droite du graphique. Et ce que Sen dit, c'est que pour que les personnes soient vraiment responsabilisées, il faut qu'elles aient le pouvoir d'agir, c'est-à-dire le pouvoir de mettre en place ce qui a de la valeur pour elles, et puis qu'elles aient aussi la liberté de choisir. Il n'y a pas de responsabilité sans reconnaissance de la liberté de choisir des personnes. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire ? Vous voyez, si vous dites aux personnes, vous êtes responsable de faire ce que je vous dis de faire, quelque part, la responsabilité, elle est quand même méchamment encadrée. Donc là, il y a quelque chose qui met vraiment l'accent très fortement sur la question de liberté de choix. Et donc, pour comprendre ce que Sen entend par la capacité d'action, je vais peut-être faire une première distinction. Très souvent, dans le champ dans la réflexion qu'on peut avoir autour de ces questions, on estime que si une personne a les ressources nécessaires, si elle a accès aux ressources nécessaires, ben ça signifie qu'elle a les capacités, qu'elle a la liberté réelle d'utiliser les ressources ou de faire des choses de ce type-là. Et Sen donne un exemple qui est alors très très trivial et qui n'a pas grand-chose à voir avec la santé mentale, enfin quoique, moi avec ces histoires de randonnée maintenant je commence à me poser des questions aussi autour de ça. Sen prend un exemple qui est très clair. Il dit une personne qui a un vélo n'a pas forcément la liberté réelle d'utiliser ce vélo et de se déplacer comme elle le souhaiterait avec ce vélo. Okay ? Donc le fait d'avoir une ressource ne signifie pas qu'on va pouvoir utiliser cette ressource d'une manière qui a de la valeur pour la personne concernée. Et Sen dit grosso modo, à partir de l'exemple du vélo, la possession de la ressource, elle est importante. Si la personne n'avait pas de vélo, elle ne pourrait pas se déplacer, ou en tout cas, elle devrait se déplacer différemment par rapport à cette question-là. Donc le fait d'avoir un vélo, c'est important. Mais il faut aussi regarder, est-ce que la personne a la capacité d'utiliser cette ressource, c'est ce qu'il appelle de convertir la possession de la ressource en capacité, en liberté réelle d'utiliser cette ressource. Donc est-ce que la personne elle-même a les capacités, les compétences d'utiliser cette ressource? Et puis est-ce qu'elle se trouve dans un environnement social, culturel ou géographique qui permet l'utilisation de cette ressource? Et Sen montre très bien au travers de cet exemple que si on veut aller dans le sens de la capacité, ce qui est au milieu du schéma, ce qui est le point qui est important par rapport à ça, il ne suffit pas de donner des ressources. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure ? Il ne suffit pas de donner des capitaux financiers, des capitaux éducatifs, du capital social ou des choses de ce type-là. Il faut encore prendre en compte la capacité de la personne d'utiliser ces ressources. Si la personne est incapable d'utiliser le vélo, ça ne lui sert strictement à rien, un vélo. Et puis, la manière dont le contexte va permettre d'utiliser les ressources en question. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire ? Vous voyez bien l'idée ? Donc ça veut dire que s'il y a un des éléments qui manque, quelque part, il y a quelque chose qui va manquer dans l'optique de la capacité. Et vous voyez bien que les formes de responsabilisation que j'ai évoquées tout à l'heure, elles font que le volet ressources va être problématique si l'État se tient en retrait. Vous voyez bien, si vous donnez des ressources, ça va installer les gens dans une forme de dépendance, donc il faut en donner le moins possible pour que les personnes se bougent elles-mêmes. Ça veut dire que là, l'accès à la ressource va tout simplement disparaître. C'est clair ? Donc vous n'aurez pas la ressource nécessaire. Donc une des conditions du développement des capacités va être manquée par rapport à cette question-là. Si vous prenez la deuxième forme de responsabilisation que j'ai évoquée, l'individualisme patrimonial, vous avez là une action qui est très forte sur les facteurs individuels, mais vous n'avez pas d'action sur l'environnement. Donc développer les facteurs individuels sans action sur l'environnement est quelque chose qui ne permet pas non plus d'aboutir à la liberté réelle des personnes de mener une vie qui a de la valeur à leurs yeux. Est-ce que c'est bien clair ce que je suis en train de vous dire ? Donc si l'idée est de développer la capacité d'action, le pouvoir d'agir réel des personnes dans leur vie concrète, au quotidien, il faut qu'il y ait les trois. Il faut qu'il y ait les ressources,
Il faut qu'il y ait les facteurs de conversion individuels, donc prise en compte des facteurs individuels, si vous voulez bien, qui vont permettre aux personnes d'utiliser la ressource d'une manière qui a du sens pour elles, de l'utiliser réellement, d'en faire un réel usage. Et il faut qu'il y ait un contexte dans lequel les personnes puissent se déployer. Est-ce que c'est bien clair ce que je suis en train de vous dire là? Vous voyez bien l'exemple du vélo? Si je vous donne un vélo, mais que vous ne savez pas en faire, même si vous êtes dans un endroit où il y a plein de pistes cyclables, votre vélo, il ne va pas vous avancer à grand-chose. Si je ne vous donne pas de vélo, mais que vous savez en faire et que vous êtes dans un endroit où il y a plein de pistes cyclables, votre vélo ne va pas non plus vous servir à grand-chose. Et puis si je vous donne un vélo que vous savez en faire, mais vous êtes dans un contexte de randonnée montagneuse dans lequel le vélo ne va servir strictement à rien, quelque part, cette affaire ne va pas servir à grand-chose non plus. Donc c'est dans ce sens-là, Sen dit qu'il faut une approche configurationnelle par rapport à ces questions. Et vous voyez bien que s'il n'y a pas d'approche configurationnelle, comprenez bien cette idée, s'il n'y a pas d'approche configurationnelle, le risque est de renforcer les situations de vulnérabilité des personnes plutôt que de permettre de réduire ces situations de vulnérabilité. Et ça peut également avoir un impact sur la santé mentale. Vous voyez, si vous donnez un vélo à une personne en lui faisant miroiter le fait que ça va augmenter sa capacité, mais qu'en fait elle n'a pas le contexte dans lequel elle va pouvoir utiliser ce vélo, cette personne va peut-être entretenir une illusion qui au final va générer une frustration qui sera encore pire que la situation initiale par rapport à ces questions-là. Donc vous voyez bien ce qui est mis en avant par rapport à ça. L'idée de Sen qui tente de répondre aux écueils et aux limites des deux premières formes de responsabilisation que j'ai évoquées, c'est de dire que si on a une responsabilité sans ressources, sans accès aux ressources, si on a une responsabilité sans action sur les facteurs de conversion individuelle, sans développement des compétences, etc., et si on a une responsabilité sans action sur l'environnement, le contexte, la société dans lequel est censée se déployer cette responsabilité, eh bien, chacune des trois éléments que je viens d'évoquer peut aboutir à renforcer la vulnérabilité ou à ne pas améliorer la santé mentale des personnes. C'est bien clair ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez sur ce premier volet l'importance de l'approche configurationnelle, et qui veut dire aussi que le poids de la responsabilisation individuelle ne doit pas reposer que sur les individus. Si on met tout le poids sur eux, on peut leur donner tous les équipements qu'on veut, sinon ni les ressources ni l'environnement, eh bien ça ne va pas aboutir à quelque chose qui va permettre de sortir de la vulnérabilité ou d'améliorer la santé mentale des personnes en question. Est-ce que c'est clair ce premier point? Donc ça c'est sur la capacité d'action. Le deuxième point, donc vous avez bien compris, c'est la distinction entre ressources et capacité. Le fait d'avoir des ressources ne suffit pas pour avoir des capacités, il faut prendre en compte donc toute la configuration pour comprendre ce qu'on veut dire par là. Le deuxième point, c'est la question de la liberté de choix. Et là, Sen il insiste énormément sur l'importance de cette liberté de choix. Il dit que si vous avez enfin, revenons à la distinction qui est en dessous, ça permettra d'être plus clair par rapport à ça. Il distingue les capacités, c'est ce qu'une personne est réellement libre de faire ou d'être, et les fonctionnements, c'est ce qu'une personne est ou ce qu'elle fait en ce moment. Vous voyez bien, d'un côté, le potentiel d'une personne, et puis de l'autre, ce que la personne fait, ce qu'elle est actuellement. Et Sen dit que si un fonctionnement est la résultante d'un choix, d'un libre choix, il va amener davantage de bien-être subjectif et donc davantage de santé mentale. Ok ? Il donne un exemple qui rentre pas véritablement en lien avec la question du bien-être subjectif, mais qui montre bien ce qu'il veut dire par rapport à ça. Il prend l'exemple d'un fonctionnement qui, pour le coup, est un fonctionnement négatif. Il dit, imaginez que vous êtes en face de deux personnes qui sont en situation de non-nutrition, qui ne se nourrissent pas, ou de sous-nutrition, des choses de ce type-là. Et que dans un cas, une de ces personnes vit dans un contexte de pénurie alimentaire, de famine, et donc n'a pas le choix, elle ne peut pas se nourrir, et donc elle a zéro choix par rapport à ça. Ça va être différent que si la personne est dans un contexte où il y a de la nourriture à disposition, et où peut-être elle va choisir de ne pas se nourrir, de faire des diètes pour des raisons de mode, pour des raisons qui sont un petit peu différentes par rapport à ça. Oui, dans un cas, il y a plus de liberté de choix, donc il y aura plus de bien-être qui sera associé au fait de ne pas se nourrir, et dans l'autre cas, c'est quelque chose qui va être complètement subi par rapport à cette question-là. Donc vous voyez l'importance de cette notion de liberté de choix. Reconnaître la liberté de choix des personnes,
c'est quelque chose qui est fondamental en termes aussi de bien-être et de santé mentale. Prenons des exemples qui sont peut-être plus en lien avec nos réalités. Si vous imaginez la question de travailler à temps partiel, si le travail à temps partiel est quelque chose qui est subi, parce que vous n'avez pas eu d'autres possibilités, puis ma foi, vous avez dû vous contenter de ça, ou si c'est quelque chose qui est choisi, parce que ça vous permet peut-être de concilier avec d'autres types d'activités, eh bien, en termes de bien-être, c'est quelque chose qui va être extrêmement différent. Donc il est important, nous dit Sen, de prendre en compte cette notion de liberté de choix. Liberté de choix. Et quand Sen parle de liberté de choix, il va l'étudier en fonction de cette expression qu'on retrouve dans la définition que j'ai donnée auparavant, qui est la notion de raison de valoriser. Ok ? Raison de valoriser. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu, c'est peut-être le moment où je serai le plus théorique, mais je vais essayer quand même de ne pas trop l'être par rapport à ça. Liberté de choix en lien avec la raison de valoriser. Raison de valoriser, il y a deux composantes dans ce terme. La première composante, c'est la notion de valoriser. Ça veut dire que finalement, ce que la personne valorise, les préférences de la personne, les aspirations de la personne, ça doit être pris au sérieux quand on essaye de valoriser, de responsabiliser la personne. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire ? Donc la responsabilisation, c'est pas dire à la personne comment elle doit agir, c'est quelque chose qui doit partir, qui devrait partir dans la notion de Sen, des aspirations, des préférences, de ce que la personne exprime par rapport à des projets de vie ou des choses de ce type-là. Okay ? Donc ça doit être pris au sérieux. Mais Sen ne va pas dire non plus les préférences de la personne, c'est quelque chose qui doit être absolument satisfait. Okay ? Il ne va pas dire, finalement, le but pour améliorer la santé mentale des personnes, il suffit d'écouter leurs préférences, puis on va faire exactement ce qu'elles ont envie de faire. Ce n'est pas la position qu'il défend. Et c'est la raison pour laquelle il ne parle pas simplement de valoriser, mais de raison de valoriser. Okay ? Alors, je vais vous donner 2 ou 3 exemples qui vous montrent l'importance de ce point. Sen dit que les préférences des personnes peuvent parfois, dans certains cas, être discutables. On ne peut pas prendre les préférences des personnes comme étant le gouvernail de ce qu'il faudrait faire en termes d'action publique, si vous voulez bien. Et il donne 2 exemples par rapport à ça pour bien montrer cet élément-là. Imaginez qu'il y ait des personnes qui ont des préférences qu'on appelle dans le jargon des préférences dispendieuses, des goûts de luxe, grosso modo. C'est-à-dire, moi j'aime bien le luxe, avoir une villa en bord de mer ou une voiture extrêmement luxueuse ou avoir un très bel appartement, c'est quelque chose qui pour moi est important. Et donc, si l'action publique doit satisfaire mes préférences, elle doit me donner la possibilité de réaliser ces goûts de luxe. Vous voyez bien à quoi ça nous mène, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à mettre en place, et donc qui montre l'importance que les préférences ne soient pas tenues pour acquises, mais soient discutées, mises en discussion, et puis qu'on essaye de voir, mais finalement, est-ce que cette idée de goût de luxe, est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde pourrait revendiquer, la satisfaction de ces goûts de luxe, ou est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, ne devrait pas donner lieu à une action publique qui viendrait soutenir ces goûts de luxe ? Vous voyez ce premier élément ? Deuxième exemple qui est donné, cette fois-ci va dans le sens contraire. Sen dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce qu'il appelle des préférences adaptatives. Ça veut dire des gens qui vivent dans des conditions de vie qui sont très difficiles, et puis qui, quelque part, vont adapter leur niveau d'ambition, leur niveau de préférence à ces conditions de vie qui sont très difficiles. Okay ? Je sais que dans ces conditions de vie-là, pour moi, les hautes études, ou pour moi, les grandes ambitions, c'est pas pour moi, donc je vais adapter mon niveau de préférence à ce qui semble être possible pour moi. Est-ce que ces préférences-là sont raisonnables ? Sen dit qu'il faudrait pouvoir en discuter. Il faudrait mettre en débat ce type de préférences. Est-ce que vous voyez bien les 2 exemples que j'ai donnés ? Donc, dans un cas, vous avez des préférences qui sont trop élevées, qui apparaissent irréalistes, et dans l'autre cas, des préférences qui sont trop basses, ou peut-être des personnes qui ont des talents, qui ont des compétences intéressantes, se résignent à ne pas réaliser ces talents parce que ça paraît pas réaliste par rapport à leur milieu ou des choses de ce type-là. C'est très souvent le cas avec les jeunes décrocheurs scolaires. Ils avaient des idées, des rêves, des aspirations, et puis ils renoncent à ça parce qu'ils se disent, dans mon contexte socio-économique, la classe sociale dans laquelle j'ai vécu, mon milieu socio-économique, c'est des choses qui ne sont pas raisonnables, donc je ne vais pas arriver à aller dans cette direction-là. Eh bien, ce que Sen dit, c'est que tous les types de préférences
devrait être mis en discussion dans un débat public. Le débat public ou le débat public, vous voyez bien, ça peut être un débat entre un représentant de la fonction publique ou un représentant, quelqu'un qui met en place une action publique et une personne qui doit être aidée. Mais l'idée, c'est de dire, mettons en discussion ces préférences pour voir si elles sont raisonnables. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Et si elles sont raisonnables, après, il va falloir mettre en place des éléments qui vont permettre d'aller dans le sens de la réalisation des préférences en question. C'était un petit peu théorique, mais vous m'avez à peu près suivi? Ça va? Donc vous voyez, l'idée de dire, ne prenons pas les préférences des personnes comme étant quelque chose d'acquis, d'indiscutable, un critère qui serait là et qu'il faudrait respecter, mais essayons plutôt de mettre en discussion ces préférences, de permettre aux personnes de questionner leurs préférences et peut-être de changer de préférence. Okay, de se dire, les personnes, là, mes goûts de luxe, en fait, c'est pas très, très raisonnable. Moi, je vais peut-être pas pouvoir demander ça. Puis d'autres qui vont se dire, oui, mais ma résignation, finalement, pourquoi ne pas être plus ambitieux? Pourquoi ne pas faire des études? Pourquoi ne pas envisager aussi ces éléments-là? Et donc, quand on envisage la liberté de choix chez Sen, c'est exactement dans la version que je viens de vous présenter. Est-ce que c'est clair, cela? Donc, ça veut dire que responsabiliser, c'est pas demander aux personnes, c'est pas suivre les préférences des personnes de manière aveugle, c'est pas demander aux personnes de se conformer à des normes sociales dans lesquelles elles n'ont absolument aucun rôle et où il n'y a eu aucun mot à dire par rapport à ça, c'est mettre en place ces espaces, si vous voulez, ces espaces de délibération, de participation, où on peut discuter des personnes, des préférences des personnes, les mettre en question et permettre aux personnes d'aboutir à des préférences qui soient raisonnables. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire là? Donc ça repose sur trois composantes qui sont importantes par rapport à ça. Ce qu'on appelle dans le jargon la capacité à aspirer, ça veut dire pour les personnes qui sont peut-être résignées à leur sort, qui ne voient pas la possibilité d'imaginer un futur qui soit meilleur ou je ne sais quoi, eh bien, l'action qui est mise en place devrait permettre de questionner cette résignation et de redonner une possibilité d'aspirer, de se projeter dans quelque chose qui est différent, dans quelque chose qui est meilleur ou des choses de ce type-là. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire? Donc, cette idée d'une action publique qui vienne développer la capacité à aspirer et qui, pour développer ça, doit aussi écouter les personnes. Parce que la meilleure manière de prendre au sérieux les préférences des personnes, c'est d'écouter ce qu'elles ont à dire par rapport à ça. Puis après, de le mettre en débat. Et puis de se dire, comment on fait pour déconstruire ces préférences, les mettre en discussion, puis aboutir à une préférence qui soit peut-être plus raisonnable, et qui, pour le coup, devrait être, et c'est le troisième point que je voulais évoquer, la préférence raisonnable, il faut aussi, quelque part, mettre en place des éléments qui permettent de réaliser ces préférences. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de... Vous voyez bien l'importance de ces trois moments? Si vous donnez des espaces où la personne peut retrouver une possibilité de rêver, d'aspirer, d'imaginer des futurs qui soient différents, dans lesquels elle pourrait mieux se réaliser, et dans lesquels elle peut débattre de tout ça avec les personnes, et que ces éléments-là ne se traduisent pas par un bout de réalisation qui va dans cette direction-là, vous créez aussi des formes d'illusion et des formes de frustration qui sont aussi problématiques par rapport à cet élément-là. Est-ce que c'est clair? Désolé, c'était un peu théorique, mais enfin, j'essaye de ramasser le propos et de vous dire si on veut bien me... Ok, donc vous voyez que ce que l'approche par les capacités propose, en fait, c'est une vision qui est complexe et multidimensionnelle de la question de la vulnérabilité. Il y a une vulnérabilité qui est matérielle ou monétaire qui doit être prise en compte et qui concerne la question des ressources. Et donc, vous voyez bien que là, l'idée de Sen, elle va complètement à l'encontre de la première forme de responsabilisation que j'ai évoquée. Diminuer les ressources, c'est renforcer cette vulnérabilité, donc c'est s'ouvrir la voie royale vers le paradoxe que j'évoquais, c'est-à-dire des politiques qui n'atteignent pas leur but et puis qui vont aussi être délétères en termes de santé mentale. Donc, première forme de vulnérabilité qu'il s'agit de prendre en compte, c'est cette vulnérabilité matérielle monétaire qui concerne l'accès aux ressources. Deuxième forme de vulnérabilité, c'est la vulnérabilité qui concerne le pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir qui est conçu au croisement des facteurs individuels, des facteurs sociaux, des facteurs contextuels. Et un pouvoir d'agir qui serait totalement endossé par la personne et où on prendrait en compte que les facteurs individuels et pas les facteurs contextuels et environnementaux,
serait aussi quelque chose qui créerait, qui serait générateur de vulnérabilité, et donc qui probablement pourrait aussi déboucher sur des difficultés en termes de santé mentale. Okay ? Ça, c'est le deuxième type de vulnérabilité. Troisième type de vulnérabilité à prendre en compte, c'est la vulnérabilité aspirationnelle. Il y a des gens qui ont intériorisé leur situation socio-économique et qui se disent que certaines choses ne sont pas possibles pour moi. Et il me semble qu'en termes de lutte contre la vulnérabilité, peut-être aussi en termes de santé mentale, il faudrait sortir de ce mécanisme de préférence adaptative pour redonner aux personnes la possibilité de développer des aspirations, de s'exprimer autour de ces aspirations, mais aussi évidemment de réaliser les aspirations sociales des personnes. Et il y a une vulnérabilité qui peut être aussi une vulnérabilité politique. Je suis passé plus rapidement sur ce point dans ma présentation, mais vous voyez bien que les personnes vulnérables ne sont pas celles qu'on entend le plus. La voix n'est pas toujours prise en compte. Et si on veut restaurer la capacité capacité à aspirer, il faut aussi donner la parole. Écouter, donner la parole et partir de ces éléments-là. Et oui, je vois que j'ai de nouveau... on va reprendre... OK. Et je vais revenir... Rassurez-vous, je vais revenir. Voilà. Vulnérabilité politique donc, doit aussi être prise en compte par rapport à ça. Et donc, si on conçoit la question de la responsabilisation des individus, la responsabilisation individuelle, en lien avec le développement des capacités, avec une volonté réelle de lutter contre la vulnérabilité sociale et de promouvoir la santé mentale, il faudrait prendre en compte l'ensemble de ces notions de vulnérabilité. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous dire ? Et en fait, le problème avec les formes de responsabilisation que j'ai évoquées, c'est qu'elles se focalisent, c'est qu'elles oublient d'une certaine façon certaines de ces formes de vulnérabilité. Et qu'elles se focalisent sur les autres, et par là même, elles ne font pas le job, ou elles ne font qu'une partie du job, et le fait de ne faire que partiellement le job va aboutir à des formes de renforcement de la vulnérabilité, donc de paradoxes tels que je les ai évoqués dans la présentation tout à l'heure. Est-ce que c'est clair ? J'ai un petit moment pour faire l'exemple, 10 minutes ? Ok, alors je vais passer très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on conçoit la question du pouvoir d'agir ou la question de l'autodétermination dans un contexte qui est en lien avec l'approche par les capacités ? La notion de pouvoir d'agir ou la notion d'autodétermination, c'est des notions qui sont extrêmement intéressantes. Vous voyez, on sort d'une vision négative de la personne vulnérable qui serait incapable, qui serait, qui serait dépendante et qui serait incapable de développer un propre pouvoir d'agir ou une autonomie ou des choses comme ça. Donc c'est des notions qui ont un potentiel qui est important. On sort d'une notion qu'on retrouve souvent dans les politiques sociales, puis je ne sais pas si dans le champ de la santé mentale c'est la même chose, mais cette idée ils sont vulnérables, ils sont dépendants, c'est des situations qui sont difficiles, donc on va faire à leur place. Et idem, pour l'autodétermination, ils sont vulnérables, ils n'ont pas tous les éléments en main pour prendre des décisions qui soient éclairées, donc on va décider à leur place. Donc vous voyez bien, les deux notions, pouvoir d'agir et autodétermination, c'est des notions qui ont un haut potentiel par rapport à ça. Ça veut dire qu'on sort de cette vision un peu pessimiste, si on veut bien, de la personne vulnérable, pour faire autrement, pour dire elle peut être actrice de sa vie, elle peut faire ses propres choix. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais vous avez bien compris que ces deux notions, elles vont être exposées à toutes les ambiguïtés des formes de responsabilisation que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc c'est des notions, pouvoir d'agir et autodétermination, qui sont des notions qui sont ambiguës, qui peuvent être protéiformes, qui peuvent prendre des formes qui sont elles peuvent être tout à fait compatibles avec une mise en retrait de l'action sociale. Ça veut dire, oui, on va développer votre pouvoir d'agir, puis ça va nous permettre, à nous, l'État, d'en faire moins, d'autant plus dans un contexte d'austérité budgétaire où il ne faut pas trop dépenser. On va responsabiliser les gens, et puis on va présenter ça de manière extrêmement positive, évidemment. On va dire, mais c'est pour votre bien, et pour nous, ça nous permet d'économiser, donc c'est pas mal aussi. Je suis désolé, mais quand je vais vite, je suis un peu caricatural. Mais bon, j'espère que vous m'excuserez cette approche un petit peu plus caricaturale. Ça peut aussi être très compatible avec cette idée d'injonction. Ça veut dire, mais finalement, prenez-vous en main. Il faut vous bouger. Il faut que vous vous débrouillez pour vous en sortir. Arrêtez de compter sur les autres. Vous voyez toutes ces idées que j'ai évoquées. Donc on retrouve ce type de réflexion qu'on peut faire autour de ça, qui fait que quelque part, on est entre deux visions qui sont toutes les deux
également irrespectueuse des personnes vulnérables et des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a une vision qui serait infantilisante, c'est celle que j'évoquais avant, ça veut dire cette vision négative, ils n'arrivent pas à faire, donc on va faire à leur place, donc on va décider à leur place, c'est infantilisant. Et puis une vision qui serait au contraire un peu capacitiste, comme dirait Jean-Pierre Tabin ou d'autres personnes, ça veut dire, mais finalement, c'est à elle de se débrouiller. Et nous, l'État, c'est arrêter de compter sur l'État, c'est à elle de se débrouiller par rapport à ça. Vous voyez, donc c'est soit elles peuvent se débrouiller par elles-mêmes, elles sont souveraines, elles peuvent prendre des décisions par elles-mêmes, et l'État peut se tenir en retrait, et on n'a pas à se préoccuper de toutes les dimensions qu'on a mis en évidence avec l'approche par les capacités. Ou de l'autre côté, c'est de dire, mais finalement, elles sont tellement vulnérables, il faut les aider. Donc vous voyez cette idée ? Donc il faut sortir si vous voulez, éviter cette dichotomie entre les deux. Par rapport au pouvoir d'agir, ça veut dire sortir de la dichotomie qui consisterait à dire faire à la place de, ou bien laisser faire, c'est votre problème après tout. Donc sortir de cette dichotomie, et par rapport à l'autonomie, sortir de la dichotomie qui consisterait à dire décider à la place d'eux d'un côté dans une approche paternaliste, et puis de l'autre côté, laissez décider seul, c'est votre problème après tout, c'est à vous de choisir les visions qui vous conviennent. Donc sortir de ces deux dichotomies-là, pour mettre en place les conditions, à travers tout le schéma des capacités que j'ai évoqué, qui en fait vont permettre de donner les conditions et les moyens du pouvoir d'agir, et les conditions et les moyens de l'autonomie ou de l'autodétermination par rapport à ça. Et donc, je vais rapidement évoquer en lien avec le pouvoir d'agir. Vous avez bien compris, le pouvoir d'agir ne dépend pas de la personne seulement. Il demande aussi des moyens, des ressources et un environnement qui soit adéquat. Donc il faut les trois. Vous vous rappelez ce que j'ai dit, la configuration, les trois éléments sont importants. Pas que des ressources, mais aussi une action sur les facteurs individuels et une action sur l'environnement. Et ça, vous le retrouvez avec l'exemple du vélo que j'ai évoqué par rapport à ça, mais vous le retrouvez aussi avec des exemples qui ont aussi été évoqués par Sen ou par des partisans de l'approche par les capacités, qui concernent les personnes en situation de handicap. Vous voyez cette idée ? Si vous prenez toute la configuration, vous dites la personne en situation de handicap, elle se retrouve avec un certain nombre de limitations. Ça veut dire que pour compenser ces limitations, si on veut qu'elle ait la même capacité que les autres, il va falloir donner plus de ressources, puis il va falloir adapter l'environnement. Il va falloir mettre en place un environnement où, par exemple, les barrières matérielles soient levées pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité physique. Il va falloir peut-être avoir un environnement de travail où la question des barrières symboliques, vous voyez, la stigmatisation des personnes qui ont des difficultés de santé mentale ou qui ont des difficultés psychologiques soit levée. Il y a des barrières symboliques qui sont énormes dans le marché du travail. Des préventions qui sont faites, des préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Et donc, vous voyez, si vous n'enlevez pas ces éléments-là, quelque part, le pouvoir d'agir, vous le développez, mais un peu hors sol. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors vous allez pouvoir le développer dans des ateliers protégés, mais ça sera très compliqué de le développer dans une approche inclusive qui sera sur le marché du travail. Donc l'idée, elle est de dire que le développement du pouvoir d'agir demande de prendre en compte toute la configuration en question. Des ressources qui soient adéquates, des moyens adéquats. Et les ressources et les moyens adéquats, ils sont très très importants pour la personne elle-même, mais aussi pour l'environnement, pour les acteurs de la santé publique, qui évidemment doivent avoir des ressources qui sont adéquates pour pouvoir développer le pouvoir d'agir des personnes. Si on réduit les budgets des personnes qui sont sur le terrain au contact des personnes en situation de difficulté ou de vulnérabilité, ça va être difficile d'aller dans le sens du développement du pouvoir d'agir de ces personnes. Et vous voyez l'importance aussi de l'accès aux ressources financières pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux formes de responsabilisation ? Le premier modèle, imaginez qu'en Suisse, on se dise, mais finalement, il faut que l'État se mette en retrait pour favoriser la responsabilité individuelle. Donc on va supprimer l'assurance chômage. Vous voyez, parce que l'assurance chômage, ça crée quelque part des formes de dépendance vis-à-vis de l'État et ça incite les gens à ne pas déployer toute leur créativité, toute leur initiative. Vous imaginez ce que ça produirait ? Ça voudrait dire que la personne devrait accepter n'importe quel type d'emploi pour pouvoir améliorer, essayer de s'en sortir le mieux possible par rapport à ça. L'assurance chômage représente une forme de salaire de réserve, comme on dit ça, qui fait que les emplois qu'on va chercher sont les emplois qui sont au-dessus de ce que l'assurance chômage va donner. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous donner ? Et donc ce salaire de réserve fait qu'il y a plus de chances que ce soit des emplois de bonne qualité qui vont être bons pour la santé mentale des personnes. Si vous supprimez l'assurance chômage, il y a un risque beaucoup plus fort
devoir reprendre n'importe quel type d'emploi, très précaire, très mal payé, avec beaucoup de pression à la performance ou des choses de ce type-là, et donc qui vont être des emplois qui vont aussi être, on va dire, délétères pour la santé mentale des personnes. Okay, vous voyez, l'importance des ressources, l'importance de l'environnement, et notamment de prendre en compte ces barrières matérielles et symboliques dans ce cadre-là. Pour ce qui concerne l'autonomie, l'autodétermination, là, ce que je disais, c'est qu'il faut dépasser cette dichotomie entre le décider à la place d'eux et le laisser décider seul. L'idée, c'est de dire, essayons de donner les conditions et les moyens du choix autonome et de l'autodétermination des personnes. Ça peut vouloir dire créer des espaces où les personnes peuvent discuter, ou peuvent éventuellement tester leurs préférences, leur autonomie, ou des choses de ce type-là. Je ne vais pas aller trop loin par rapport à cette question, parce que sinon je vais déborder de manière massive. Et donc, mais vous voyez simplement, c'est l'idée de dire qu'il ne s'agit pas de décider à la place d'eux, il ne s'agit pas de se mettre en retrait pour laisser la personne décider seule, il s'agit de mettre en place un environnement qui permet à la personne de prendre des décisions autonomes. Est-ce que c'est clair? Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur les préférences? Une personne qui aurait des préférences adaptatives et serait complètement résignée à son sort, si vous la laissez décider de manière autonome, seule, elle va dire « mais moi, magnifique, je reste où j'en suis, je ne vais pas me poser de questions par rapport à ça ». Donc donner les moyens de l'autonomie, c'est donner les moyens à la personne de construire sa position, ses préférences raisonnables, et ensuite donner les moyens de réaliser ces différents éléments. Voilà, donc en conclusion, les 3 enjeux qui me semblait important pour le développement des capacités des personnes vulnérables, la promotion de leur santé mentale, soutenir la capacité d'action, vous avez compris, mais en prenant en compte les ressources, pas comme la première forme de responsabilisation individuelle, et en prenant en compte l'environnement adéquat et non dénigrant. Toute la question de la discrimination des personnes en difficulté, en vulnérabilité est très importante par rapport à ça. Donc ça permet ça donne des pistes de réflexion, il ne faut pas non plus exagérer, mais ça donne des pistes de réflexion sur comment surmonter les 2 premières formes de responsabilisation et leurs limites, donner les conditions de l'autonomie et de l'autodétermination, donc sortir de cette dichotomie par rapport à ça. Ça permet de redonner de la liberté de choix, mais sans sacraliser cette liberté de choix. Vous voyez, la liberté de choix, ça ne veut pas dire « faites ce que vous voulez ». Ce n'est pas ça, la liberté de choix. La liberté de choix, c'est discutons les conditions, essayons de discuter de vos préférences, essayons de construire un point de vue, et ensuite de vous donner les moyens d'appliquer ou de réaliser autant que possible ce point de vue qui va être considéré comme étant plus raisonnable. Et un point qui est très important, c'est aussi la question de la perception des personnes vulnérables ou des personnes qui ont des difficultés de santé mentale, c'est-à-dire sortir de cette dichotomie, je suis désolé, je parle beaucoup de dichotomie depuis que je suis rentré dans cette partie de l'exposé, entre l'infantilisation, ils sont incapables, ils sont très vulnérables, il faut faire à leur place, ils ne vont pas y arriver. Et puis le capacitisme, non, ils sont autonomes, ils peuvent le faire, on n'a pas besoin de s'en occuper, il suffit de les laisser seuls et de leur foutre la paix. Vous voyez, les 2 définissent ce qu'un sociologue belge qui s'appelle Jean-Louis Jenner, ce qu'il appelle des formes, des figures de l'irrespect. Infantiliser les personnes ou surresponsabiliser les personnes à travers cette idée de capacitisme, c'est 2 manières de ne pas respecter les personnes. Et donc, ce qu'il s'agit de développer, c'est des formes de respect qui permettent de prendre en compte les 4 formes de vulnérabilité que j'ai évoquées tout à l'heure dans une des diapositives précédentes. Voilà, je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop ennuyeux.